Donc on va reprendre l'énoncé pas à pas pour essayer d'en tirer un petit peu les symptômes. Donc vous recevez un homme de 35 ans amené par les pompiers accompagné de son épouse pour un état d'agitation classique au domicile. Là dans un coin de votre page, vous marquez déjà peut-être la sédation qui sera nécessaire. Donc votre patient parle fort sans que personne ne puisse l'interrompre, le débit verbal est rapide, et les idées partent dans tous les sens et les plaisanteries fusent. Donc là, on a déjà une petite idée, on voit qu'il y a une logorrhée, il est peut-être diffluent ou peut-être du coq à l'âne, on ne sait pas trop, en tout cas il a un certain ludisme. Sur un ton amusé et cynique, il vous dit qu'il y a quelque chose de vraiment grandiose de se retrouver là où personne ne peut être. Je veux dire que je suis quand même très bon, très fort, le meilleur, excellentissime. Là, il y a des idées mégalomaniaques, vous marquez mégalo dans un coin. Grand, grandiose, magnifique. Là, il y a comme des associations de mots, des jeux de mots par consonance, on appelle ça, c'est un symptôme. Tu vois, là, ça m'agace un peu ici, voire beaucoup que certains de vos collaborateurs fassent la gueule. Quoi, amusez-vous, bordel. En voyant passer une infirmière, il déboutonne sa chemise alors qu'il est déjà débraillé. Ok chérie, viens voir par ici, je vais te montrer mon Big Ben, celui qui envoie, tu vas voir qui est le roi du sexe, vas-y Francky, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, il continue avec ses blagues, il est complètement désinhibé, vous notez désinhibition. Ce type de familiarité est inhabituel chez cet homme qui dirige une très grande société en vogue. En reprenant l'entretien, il vous dit avec un accent antillais être en très grande forme, mon coco, tout roule ici. Qu'il n'a pas dormi depuis plusieurs jours, vous notez l'insomnie, mais à quoi ça sert ? Selon son épouse, il était très agité et irritable depuis une dizaine de jours. Le critère de durée est important ici. Ce n'est pas la même chose que ça survienne en 24 heures ou que ça dure depuis quelque temps. Mais ce soir, c'est allé loin. Il a commencé à vouloir tout déménager dans la maison. Cet après-midi, il s'est mis dans la tête qu'il fallait acheter une Porsche Cayenne pour moi et une pour lui. Il a fait les virements. Il prend aucun traitement et ne va plus voir son médecin régulièrement. Donc là, il y a des dépenses inconsidérées. Il est en rupture de soins, on peut supposer. L'examen clinique somatique est sans particularité et les toxiques urinaires et l'alcoolémie sont négatifs. Important, principal diagnostic différentiel ici. Il ne veut pas rester plus longtemps ni prendre son traitement. Là, vous notez dans un coin hospitalisation sous contrainte. J'ai assez parlé avec vous et me suis assez fait tripoter par les blouses blanches, pas si blanches que ça d'ailleurs. Il est un petit peu interprétatif là. Quels éléments sémiologiques retrouve-t-on ? Une élation de l'humeur, oui. Une hypersyntonie, oui. Bradypsychie, absolument pas, c'est l'inverse, c'est une tachypsychie. Un déficit de prise de décision, oui. Je vous l'ai mis en réponse non indispensable car c'est un petit peu difficile, c'est une altération cognitive. Des signes dissociatifs, absolument pas. Des signes dissociatifs, c'est synonyme de désorganisation. Ça dépend de la nomenclature que vous connaissez, mais en psychiatrie, c'est important de connaître les deux. Selon les PU qui vont préparer vos dossiers, il y en a qui se baseront un petit peu sur les anciennes nomenclatures, d'autres plus sur le DSM-5. Je pense qu'il faut connaître les deux nomenclatures. Donc la bradypsychie, non, c'est un symptôme dépressif, il n'y a pas de signe dissociatif et il y a une hypersyntonie. L'hypersyntonie, c'est le fait d'être à l'aise et en espèce de communion avec l'environnement. C'est être à l'aise dans toutes les situations, se sentir toujours bien. Donc là, il est aux urgences, c'est quand même un peu pourri, il est super à l'aise, il déboutonne sa chemise, il veut se faire l'infirmière, c'est pas top. Quels autres symptômes retrouve-t-on ? Une désinhibition, on l'a vu. L'anxiété, pas particulièrement, c'est difficile de conclure, mais on imagine qu'il n'y a pas de symptômes anxieux évidents décrits dans l'énoncé. Une irritabilité, oui. Il s'énerve un petit peu à un moment de l'énoncé, on vous le décrit. Les achats et les dépenses inconsidérées, oui. Et une cause organique, non. En tout cas, on ne vous en a pas rapporté pour l'instant. Aucun symptôme anxieux, pas de cause organique dans l'énoncé. Concernant les idées délirantes. Alors là, vous vous dites des idées délirantes, oui. L'épisode maniaque, c'est quelque chose qui est au minimum pseudo-délirant. Il y a des idées délirantes. Là, il parle d'idées il se décrit quand même de façon assez mégalomaniaque. On appelle ça des idées délirantes, même si ce n'est pas un délire très structuré. Donc, ce sont des idées délirantes mégalomaniaques. Elles ne sont pas paranoïdes, ça c'est le délire de la schizophrénie. Il n'y a pas un délire systématisé. Les idées délirantes sont congruentes à l'humeur, c'est-à-dire qu'elles sont en rapport avec son état thymique qui là est plutôt augmenté. Et il n'y a pas d'automatisme mental. Il faut savoir qu'il y a différents types de délires aigus qui ont tous une sémiologie bien particulière, c'est-à-dire la systématisation ou non, l'organisation, les thèmes, les mécanismes. Tout ceci, il faut être capable de les identifier un petit peu, on reviendra dessus plus tard. Quel est votre diagnostic d'après votre analyse sémiologique ? Alors la pharmacopsychose, non, il n'y a pas de toxique, on ne peut pas être dans une pharmacopsychose.
Trouble psychotique, bref, non. Épisode mixte, non. Trouble schizoaffectif, non. On est clairement dans un épisode maniaque. Là, avec les symptômes qu'on a décrits précédemment, l'insomnie, l'élation de l'humeur, les idées pseudo-délirantes, les dépenses inconsidérées, la désinhibition, le fait que ça dure depuis environ une semaine, on est réellement dans une symptomatologie maniaque. Donc, quelles sont les justifications ? Au moins une semaine, avec des symptômes quasi continus. C'est ce que vous décrit sa femme, que ça fait une dizaine de jours qu'il est un peu irritable, que ça augmente, qu'il est un peu excité. Élation de l'humeur, oui, on peut dire exaltation de l'humeur aussi. L'humeur est expansive, il est irritable, il a une accélération psychique et motrice. Pour lui, ça peut être l'un ou l'autre. Il faut qu'il y ait 3 symptômes parmi. La mégalomanie, elle est présente. L'insomnie sans fatigue, elle est présente. La logorrhée inhabituelle, elle est présente. Une fuite des idées, elle est présente. La distractibilité, probablement, quand il y a une infirmière qui passe. L'agitation psychomotrice aussi. Et comportement à risque aussi. Il a acheté 2 Porsche Cayenne quand même. C'est un risque financier pour certains, je vous le rappelle. Les conséquences sociales et professionnelles ou la nécessité d'une hospitalisation. Là, manifestement, il y a des conséquences sociales, ne serait-ce qu'un possible endettement. Professionnel, probablement. On peut imaginer quand même qu'il ait pu faire des conneries à la tête de sa société. La nécessité d'hospitalisation aussi. Donc là, c'est vraiment un tableau où il y a tout. Non attribuable à une consommation de toxiques, c'est aussi présent. Vers quoi vous aurez orienté la même symptomatologie associée à un syndrome de désorganisation persistant en dehors des périodes de troubles thymiques. Donc en gros, on vous demande quel est le diagnostic s'il y a cet épisode-là, mais qu'on vous rapporte qu'en plus, en temps normal, ce mec-là est complètement désorganisé. Désorganisé au sens psychiatrique, pas dans le sens qu'il ne sait pas ranger ses affaires. La réponse est un trouble schizoaffectif. Qu'est-ce que c'est que le trouble schizoaffectif ? C'est une symptomatologie schizophrénique, souvent déficitaire, qui persiste entre les troubles thymiques, donc entre les épisodes maniaques et entre les épisodes dépressifs. Le trouble psychotique, bref, c'est autre chose. Il y a une absence de tableau délirant polymorphe, notamment hallucinatoire. C'est un épisode très bref. En général, il n'y a pas de symptomatologie en dehors de l'épisode. La manie iatrogène ou d'origine addictive, c'est au moment d'une consommation toxique. Ici, ça aurait pu être ça aurait aussi pu être une pharmacopsychose si le tableau avait été un petit peu différent. Il existe dans l'histoire clinique de votre patient des antécédents d'un épisode similaire et d'un épisode dépressif majeur. Donc il a déjà fait un épisode maniaque, c'est à noter, et un épisode dépressif majeur, avec des caractéristiques mélancoliques. Donc là, on est dans le cadre des caractéristiques psychotiques pour mélancolique. Ayant nécessité une hospitalisation sous contrainte, donc c'était suffisamment grave, et amélioré après traitement médicamenteux. Quel diagnostic précis proposez-vous ? Donc ici, il s'agit d'un trouble bipolaire de type 1. Ce n'est pas un trouble schizoaffectif, ça c'était la question d'avant, et ce n'est pas non plus une cyclothymie. Le trouble bipolaire de type 1, c'est un épisode maniaque ou mixte. Dans les antécédents, ça suffit à poser le trouble bipolaire de type 1, même s'il n'y a pas d'épisode dépressif. Le type 2, c'est au moins un épisode hypomaniaque et au moins un épisode dépressif caractérisé. Ça ne tombera pas parce que l'épisode hypomaniaque, c'est très subtil. D'un clinicien à l'autre, le diagnostic sera posé ou non. Vous n'aurez pas de type 2 à l'ECN. Le type 3, c'est un virage maniaque ou hypomaniaque sous antidépresseur. Donc, il n'y a pas eu d'épisode maniaque spontané à côté. Si après ça, il a des épisodes maniaques spontanés, on dira que c'est un trouble bipolaire de type 1 et plus de type 3. Le trouble cyclothymique, ce sont des épisodes répétés. Ça dure depuis plus de 2 ans et ça ne remplit pas les critères d'un épisode dépressif caractérisé ou d'un épisode hypomaniaque. Comment doit s'organiser votre prise en charge ? Donc là, vous l'aviez noté dans un coin de la feuille, hospitalisation sous contrainte, c'est ce qui va arriver. Cependant, si jamais il accepte, on préfère toujours une hospitalisation libre. Elle peut ensuite être passée sous contrainte s'il change d'avis. En ambulatoire, c'est inimaginable pour un épisode maniaque, pour l'ECN. En hospitalisation sous contrainte, en première intention, non, ce n'est pas la première intention, c'est s'il y a un refus. Et en programme de soins initial, non. Le programme de soins, c'est une hospitalisation sous contrainte, mais le patient peut sortir ou être chez lui. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, épisode maniaque égale hospitalisation à l'ECN. Jamais d'hospitalisation sous contrainte en première intention, sauf les cas de SPDRE qui peuvent être nécessaires, parce que dans ce cas-là, c'est prononcé par le procureur et vous pouvez même ne pas avoir votre mot à dire parfois en tant que médecin. Que faire devant le refus de votre patient d'être soigné ?
Donc les soins psychiatriques ici seront à la demande d'un tiers. Je vous rappelle qu'il est accompagné de sa femme, il n'y a pas de persécuteur désigné, il y a toutes les raisons pour faire une SPDT. Il n'y a pas de mise en danger d'autrui ou de trouble à l'ordre public, donc il n'y a pas d'SPDRE. Les critères ici pour la SPDT, c'est la nécessité de soins, c'est indiscutable, le refus des soins, les troubles psychiatriques rendant impossible le consentement. Encore une fois, l'abolition du consentement, elle est liée au trouble psychiatrique lui-même, la présence d'un tiers, sinon on aurait fait une SPPI, et l'absence de troubles graves à l'ordre public ou d'atteinte à la sécurité des personnes qui implique une SPDRE. Selon quelle modalité vous faites cette hospitalisation sous contrainte? Donc c'est la loi de 2011 qui a été réactualisée en 2013, donc ça devient la loi de 2013. Il y a un certificat médical dans les 24 heures, il y en a un autre à 72 heures, il y a un examen somatique dans les 24 premières heures, il y a 2 certificats médicaux initiaux par 2 médecins différents. On reprend. Qu'est-ce qui se passe sur les 72 premières heures d'une SPDT? Il y a la demande du tiers qui doit être rédigée à la main et signée. 2 certificats médicaux initiaux par 2 médecins différents. Et il faut qu'il y en ait un qui n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, sinon on peut imaginer qu'il y a un conflit d'intérêts, qu'on veut remplir les lits. Certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures qui sont faits par des médecins différents. L'examen somatique à 24 heures qui est consigné par écrit dans le dossier, c'est indispensable car c'est une grave faute médicale si le patient a ce trouble d'allure psychiatrique pour une raison organique. Et enfin, c'est la loi de septembre 2013. Avant, ça s'appelait HDT, HO, hospitalisation à la demande d'un tiers, hospitalisation d'office. Quelle autre mesure non médicamenteuse est nécessaire en urgence? Là, normalement, vous l'avez noté dans un coin de votre feuille quand vous avez vu qu'il a acheté des Porsche, c'est la sauvegarde de justice. L'hydratation, c'est pas une urgence, la curatelle, c'est jamais une urgence, la tutelle allégée non plus, et les TCC non plus. Là, toutes les autres questions n'existent pas dans l'urgence, quel que soit le tableau psychiatrique. Donc, la réponse était évidente. Donc, un épisode maniaque, il faut immédiatement penser à sauvegarde de justice. Pour le CN, vous le faites dans tous les cas. Il y a une altération des facultés mentales, d'accord? Donc, il y a ici des dépenses, enfin des achats inconsidérés avec une altération de ses capacités qu'on appelle civiles. Il n'y a pas besoin d'expertise psychiatrique pour la sauvegarde de justice et ça dure 1 an au maximum, c'est éventuellement renouvelable. Le patient conserve ses droits, c'est-à-dire qu'il garde le droit de vote, il garde le droit de signer ses documents, de faire ses démarches. Il y a une possibilité d'annulation de certains actes qui sont liés à son trouble mental. Donc, il a acheté 2 Porsche Cayenne, on va espérer que ça soit possible d'annuler. Bien évidemment, ça met en difficulté le concessionnaire, mais la sauvegarde de justice va plutôt dans le sens du patient et on essaie de faire tout ce qu'on peut pour préserver sa santé financière, cette fois-ci. La curatelle ou la tutelle, ça peut s'envisager par la suite s'il y a quelque chose de persistant, c'est pas pour un trouble aigu. Quels sont les traitements médicamenteux spécifiques de l'épisode actuel auxquels vous pouvez avoir recours en première intention? Alors, là, la question, elle vous oriente vers les thymorégulateurs. Quand on dit en première intention, ici, un épisode maniaque, c'est un thymorégulateur, et donc il y en a certains qui sont validés officiellement, c'est ceux-là que vous devez connaître pour le CN. Le divalproate de sodium, qui est un anticonvulsivant, est indiqué. La risperidone, qui est un antipsychotique atypique, est aussi indiqué, et le lithium aussi. La lamotrigine, il n'est pas indiqué officiellement, et la loxapine, c'est un neuroleptique sédatif, c'est le Loxapac. Ce n'est pas un traitement étiologique ou curatif, c'est un traitement symptomatologique dans ce cas-là. Donc on reprend, quels sont les traitements thymorégulateurs validés dans le trouble bipolaire? Les sels de lithium. Les anticonvulsivants, vous devez connaître uniquement le divalproate de sodium. Et dans les antipsychotiques atypiques, il y en a 4 que vous pouvez connaître. Olanzapine, risperidone, kétiapine et aripiprazole. Ce sont les DCI. Ça correspond aux Zyprexa, au Risperdal, au Xeroquel et à l'Abilify. Je vous rappelle que pour les CN, ce sont les DCI, même si c'est un peu chiant à retenir. Je vous conseille de vous souvenir de cela. Ce sont certains des rares médicaments qui peuvent tomber dans un dossier de psychiatrie. Quel est le reste de votre attitude thérapeutique médicamenteuse possible?
Donc là, on n'est plus dans le traitement étiologique, là on est dans le traitement symptomatique. Les neuroleptiques sédatifs, là ça s'impose vu l'état du patient. Les benzodiazépines éventuellement aussi. Souvent on associe un neuroleptique sédatif et une benzodiazépine qui potentialise l'effet et qui entraîne une sédation bien cognée comme il faut et le patient est un peu KO un certain temps. C'est souvent nécessaire, pas que pour le confort de l'équipe, mais aussi pour le confort du patient qui, je vous le rappelle, est en absence totale de sommeil depuis plusieurs jours. Un antidépresseur, sûrement pas, vous allez faire flamber l'épisode maniaque. Un antihistaminique, c'est totalement hors contexte. Et une voie intramusculaire en première intention, jamais. Même si le patient est complètement fou, en furie, s'il accepte de prendre un traitement par la bouche, vous lui donnez un traitement par la bouche. Donc sédation au choix, comme je vous le disais, l'antihistaminique, ça peut avoir un effet un petit peu sédatif et anxiolytique, mais c'est vraiment... c'est un peu du pipi de chat pour un patient dans cet état. Les antidépresseurs, non, et toujours proposé Péros. Concernant la psychoéducation, elle vise au total à. La psychoéducation, c'est quoi? C'est compris dans le terme, hein, c'est éduquer et informer le patient sur son traitement, sa maladie, sur l'évolution, sur les risques de rechute. C'est l'information du patient sur sa pathologie psychiatrique. Ça, toutes les réponses sont bonnes parce que oui, le principal objectif, c'est d'améliorer l'observance thérapeutique. Mais ça entraîne quoi? Ça entraîne une amélioration du fonctionnement psychosocial, d'être bien traité. Ça réduit aussi le risque du suicide parce que ça réduit le risque de nouveaux épisodes et de rechutes thymiques. Et ça réduit le nombre et la sévérité des symptômes. Donc toutes les réponses sont bonnes. Vous prescrivez donc du lithium, très bon thymorégulateur. Sur quoi repose la surveillance de ce traitement au long cours? Le lithium, je vous rappelle que c'est néphrotoxique. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le prescrire. Souvent, surtout les spécialités autres que la psychiatrie et la néphrologie, sont un peu flippées de prescrire du lithium pendant 40 ans. Cependant, je vous rappelle que le taux de suicide dans le trouble bipolaire est très élevé. Donc à vous de voir s'il vaut mieux être insuffisant rénal chronique à la retraite ou s'il vaut mieux mourir par suicide quand on a 40 ans. Donc un électrocardiogramme, non, ce n'est pas nécessaire. La fonction rénale, c'est indispensable. Ça peut aussi perturber la thyroïde et il faut surveiller la lithémie, c'est-à-dire le dosage sanguin du lithium qui permet de voir si on est dans une marge thérapeutique, c'est-à-dire suffisamment élevé pour avoir une efficacité et suffisamment bas pour avoir une toxicité rénale limitée. Quelles sont les deux comorbidités les plus fréquentes du trouble bipolaire? Ce sont les addictions et les troubles anxieux. Ça ne veut pas dire que les autres comorbidités ne sont pas présentes, mais les addictions, c'est 40 à 60% des troubles bipolaires et le trouble anxieux aussi. Donc c'est quasiment une personne sur deux, ce sont vraiment les deux comorbidités les plus importantes. Dans les addictions, on retrouve surtout l'alcool. Et le trouble anxieux entraîne souvent une autre addiction qui est celle aux benzodiazépines, voire à l'alcool.